Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on se penche sur la situation au Burkina Faso, sous le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis son arrivée au pouvoir, fin 2022, on entend parler très régulièrement de tentatives de déstabilisation. On va essayer de démêler un peu tout ça. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de regarder de près ces rumeurs, ces annonces officielles aussi, de coups d'État qui auraient été déjoués. Qu'est-ce que ça nous dit vraiment de ce qui se passe dans le pays? Mhm. Sur le plan intérieur, mais aussi par rapport à l'extérieur. D'accord. Et pour ça, on a pas mal de matières, hein. Des transcriptions d'émissions, des reportages. On pense à New World TV, Investir au pays, mais aussi les chaînes d'Alain Foka, Nathalie Yamb, Afrique Libre. Et puis des commentaires d'experts, d'éditorialistes. C'est ça. Et on précise bien, hein, on se concentre vraiment uniquement sur le Burkina Faso aujourd'hui. Absolument. Le but, c'est d'aller un peu au-delà des titres, de comprendre le contexte de ces tentatives, qu'elles soient réelles ou peut-être allégées, d'essayer d'identifier qui pourrait être derrière. Et puis, il y a la réaction des gens, la réaction populaire, elle est très importante. Ah oui. Et voir ce que tout ça implique pour le Burkina, pour sa trajectoire actuelle, on essaie d'avoir une vue un peu nuancée, quoi. Alors, justement, entrons dans le vif du sujet. Ce qui saute aux yeux d'abord, c'est que ça se répète. C'est pas juste une fois, c'est plusieurs annonces depuis que Traoré est là. C'est exactement ça, c'est un phénomène récurrent. Et il y a une affaire qui a beaucoup fait parler récemment, cette histoire de complot déjoué avec une somme d'argent assez conséquente. Qu'on aurait proposé cette somme en liquide à des militaires pour qu'ils renversent le capitaine Traoré. Et la version officielle, celle qui a été communiquée, c'est que ces militaires auraient non seulement refusé l'offre, mais qu'en plus, ils auraient alerté les autorités. D'accord. L'info a été donnée, mais sans nommer les commanditaires présumés, ni même la personne qui aurait été arrêtée avec cet argent. Et ce manque de détails, ça a forcément soulevé des questions, non? Du scepticisme même. C'est spécifique, Ouais, c'est ouais. scepticisme. On le voit dans nos sources. D'où peut bien venir une telle somme en cash? Oui, c'est vrai. Certains commentateurs, j'ai vu ça, trouvent le scénario un peu gros, quoi. Ils comparent ça presque ironiquement à un scénario pour le FESPACO, le festival de cinéma là-bas. Tout à fait. Mais à l'inverse, et c'est là que c'est intéressant, on lit aussi des commentaires qui, eux, louent l'intégrité supposée de ces soldats. Le fait qu'ils aient résisté à 5 milliards, c'est pas rien. Non, c'est sûr. Ça montre bien l'ambiguïté, la complexité de la perception de ces événements. Et ça nous amène à la question clé, qui revient dans plusieurs analyses. Est-ce que ces annonces répétées, c'est le signe d'une menace réelle constante? Ou est-ce qu'il pourrait y avoir aussi, au moins en partie, une dimension de communication politique? C'est exactement la question centrale. L'hypothèse que ces annonces soient utilisées de manière stratégique, elle est clairement évoquée, pour plusieurs raisons possibles d'ailleurs. Comme quoi, par exemple? Mais d'abord pour mobiliser la population, renforcer le soutien. Et on voit bien qu'il y a des manifestations de soutien après ces alertes. Ensuite, ça pourrait aussi servir potentiellement à justifier certaines actions. Des arrestations, par exemple, pour écarter des personnes jugées gênantes. Mhm. Les sources citent le cas de l'ancien chef de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Somda, arrêté avec d'autres civils et militaires après des rumeurs de complot. Mhm. Donc, une façon de resserrer les rangs, de consolider le pouvoir face à une menace, qu'elle soit réelle, peut-être un peu exagérée, ou même construite. C'est une lecture possible, oui, mais attention, elle ne fait pas l'unanimité. Ah bon? Non. Certains analystes, comme Dieudonné Hanou, qu'on trouve dans une source de New World TV, sont plus sceptiques sur cette idée de mise en scène systématique. Ils trouvent ça peu probable, voire même contre-productif, si c'est utilisé trop souvent. Pourquoi? L'argument principal, c'est que Traoré semble déjà avoir une popularité assez forte, que ses actions, sa vision, parlent déjà pour lui en quelque sorte. Il n'aurait pas forcément besoin de ce genre de stratagème. Et cette popularité, justement, elle se manifeste comment? Parce que les sources parlent de manifestations de soutien assez impressionnantes. Oui, très impressionnante. Des rassemblements massifs à Ouagadougou, mais pas seulement. À Bobo du Lasso, à Boromo aussi. Souvent, ce sont des associations de veille citoyenne qui appellent à se mobiliser. D'accord. Et ce soutien populaire, les analystes le voient comme un élément clé. Une partie visible de la population semble vraiment percevoir Traoré comme l'homme d'une rupture nécessaire, une sorte de révolution pour la souveraineté nationale. Ça rappelle un peu l'époque Sankara pour certains. Ah oui, la référence à Sankara revient souvent. Exactement. Et selon les analyses, ces manifestants, ce qu'ils défendent avant tout, c'est la stabilité, la sécurité du pays, qui est menacée par le terrorisme, mais aussi par ces tentatives de coup. Donc, cette mobilisation dans la rue, c'est aussi un message
Un avertissement. C'est interprété comme ça, oui. Un message très clair envoyé à ceux qui, à l'intérieur ou à l'extérieur, voudraient renverser le régime. C'est un facteur de dissuasion politique important. Ça montre à quel point l'adhésion populaire est cruciale, surtout dans une période de transition comme celle-ci. Tout à fait. Mais bon, ce soutien populaire, ça n'explique pas tout, notamment ce qui se passe à l'intérieur de l'armée. Parce qu'il y a un paradoxe, non? Oui, Le MPSR, ce mouvement militaire qui a mis Traoré au pouvoir après Damiba, oui. comment se fait-il que des membres de ce même mouvement soient apparemment impliqués dans des tentatives pour le renverser, lui? C'est un peu étrange. C'est le paradoxe, oui. Et les sources avancent plusieurs pistes pour essayer de comprendre ces frictions possibles au sein de l'armée. Lesquels? Alors d'abord, il y aurait des divergences sur la stratégie antiterroriste, des désaccords sur la façon de mener les opérations, certains officiers qui ne seraient pas sur la même ligne. Ensuite, une question plus basique, disons de hiérarchie. Des commentaires qu'on trouve notamment chez Investir au pays suggèrent qu'il y aurait un certain ressentiment chez des officiers supérieurs. Le fait d'être commandé par un capitaine, vu comme, je cite un peu les rumeurs, un petit gamin d'une trentaine d'années. Pour certains, la pilule serait dure à avaler. Oui, ça on l'entend parfois, la question du grade. Voilà. Et puis, il y aurait aussi une résistance au changement, plus en profondeur. Certaines sources parlent de brebis égarées, de saboteurs au sein de l'armée, de l'administration, des gens qui profitaient peut-être d'anciennes habitudes, de corruption, de facilité, et qui voient d'un mauvais œil les réformes ou la discipline que Traoré essaierait d'imposer. Des intérêts contrariés en somme. C'est ça. Et enfin, l'idée d'une influence extérieure revient très souvent. Que des forces étrangères utiliseraient des individus, des factions dans l'armée. Un intervenant sur New World TV les appelle des béquilles, pour déstabiliser le régime. Et les 5 milliards, là, ça pourrait venir de l'extérieur. C'est ce que suggèrent certains commentaires. Une somme pareille, ça fait penser soit à une main extérieure très puissante, soit à une cupidité interne énorme qui serait exploitée. Et du coup, les arrestations, les radiations d'officiers qu'on a vues, c'est interprété comment? Comme une preuve de ces tensions ou comme une reprise en main? Les deux interprétations existent en fait. Soit comme la confirmation qu'il y a bien des tiraillements, soit comme le signe que le pouvoir cherche à purger ou à remettre de l'ordre. C'est complexe. On voit bien comment tout ça s'imbrique, la hiérarchie, la stratégie, les vieilles habitudes, l'influence extérieure. Exactement. Et tout ça, bien sûr, ça ne se passe pas en vase clos. Ces dynamiques internes, d'après nos sources, elles sont liées à un contexte de pression extérieure qui semble permanent. Oui, c'est un point qui revient beaucoup. Qu'est-ce que disent les analystes là-dessus, plus précisément? Le constat général, c'est que la posture de Traoré, sa volonté de rupture, notamment avec la France, l'ancienne puissance coloniale, et son discours panafricaniste, tout ça est vu par beaucoup d'analystes dans nos sources comme une menace directe pour certains intérêts étrangers. Des intérêts bien établis dans la région depuis longtemps. Et il y a même des accusations plus précises, non? Contre des pays voisins? Oui, il y a une analyse particulièrement forte qui circule et qui est attribuée à Franklin Nyamsi. Elle vise directement la Côte d'Ivoire. Ah oui. Que dit-elle? Nyamsi parle d'une sorte de doctrine des vases communicants. En gros, l'idée c'est qu'un pouvoir jugé anti-impérialiste à Ouaga déstabiliserait forcément un pouvoir vu comme pro-occidental à Abidjan, et inversement. D'accord. Et l'accusation, telle qu'elle est rapportée, est très directe. Le président Ouattara chercherait activement à renverser Traoré. Il agirait pour le compte de ce que Nyamsi appelle la France-Afrique, et aussi pour ses propres intérêts géopolitiques. Il fait même le lien avec l'histoire, les tensions passées entre les deux pays, sous Sankara et Compaoré. Il parle d'un coup d'État permanent mené depuis Abidjan. C'est une accusation très grave. Et au-delà de ça, il y a une perception plus générale d'hostilité occidentale. Oui, cette perception est bien présente. Les sources donnent des exemples. Des propos d'un général américain sur la gestion des mines au Burkina qui ont été très mal perçus, vus comme une ingérence inacceptable. Et puis il y a ce discours qui a beaucoup tourné, celui du général français Lecointre. Plusieurs de nos sources en parlent. Foka, Yamb, Afrique libre. Oui, ce discours a fait réagir. Selon ses sources, le général Lecointre y expliquait en gros que l'Europe devait envisager des interventions militaires en Afrique, au Sahel notamment, pour défendre ses intérêts vitaux, face à ce qu'il décrivait comme le chaos, l'explosion démographique. Une rhétorique qui, on s'en doute, a dû être très mal reçue par les commentateurs cités dans nos sources. Traoré, qui prône la souveraineté, sont vus d'un mauvais œil. Ça heurte cette logique d'intérêt extérieur. On sent bien la tension, oui. Et dans cette atmosphère de méfiance, un petit incident peut vite dégénérer en psychose, comme ce qui s'est passé près de la RTB, la télé nationale.
C'était quoi exactement, d'après les sources? Alors, les sources, notamment Investir au pays, parlent d'un tir qui a eu lieu près du bâtiment de la RTB, un tir qui venait du camp présidentiel juste à côté. Il y aurait eu 2 blessés légers, et officiellement ça a été classé comme un accident, une mauvaise manipulation d'armes. Un accident. Mais ça a suffi pour mettre le feu aux poudres au niveau rumeur, n'est-ce pas? Ah oui, complètement. Une vague énorme de spéculation a déferlé. Certains médias étrangers ont amplifié ça. On a parlé de mutinerie, d'une nouvelle tentative de coup qui aurait échoué, de la fuite de Traoré. Ah oui, j'ai vu passer ça. Il serait parti au Niger, protégé par les Russes ou Wagner. Ou alors le Mali serait intervenu. C'est ça, un emballement total. Et Traoré, qu'il a réagi comment face à tout ça? Il est intervenu personnellement, c'est retranscrit dans nos sources, il a démenti très fermement, il a parlé de pur mensonge, il a insisté sur le fait qu'il était là, à Ouaga, on ne fuit pas, on ne recule pas, nous sommes là. Un démenti clair. Mais il n'a pas fait que démentir, il a aussi accusé, il me semble. Oui, exactement. Il a pointé du doigt des apatrides, des ennemis de la nation, et aussi certains médias qu'il accuse d'être payés pour distiller le mensonge. Pour lui, le but de ces rumeurs, c'était de créer la panique, de déstabiliser le pays économiquement en faisant peur aux investisseurs. Il a même dit que le Burkina redevenait attractif et que c'était ça qu'on voulait saboter. C'est une illustration parfaite de cette guerre de l'information dont parlent plusieurs sources. C'est exactement ça. Un front majeur du conflit actuel. Et face à cette instabilité, qu'elle vienne de menaces réelles ou de désinformation, on voit émerger des idées pour essayer de renforcer le régime. Oui, j'ai vu ça. L'idée de sortir de la transition, c'est ça. Samir Osama, sur New World TV, suggère de le faire assez vite, d'installer formellement Traoré comme président. C'est une proposition qui revient, oui. L'argument, c'est que ça clarifierait le statut du pouvoir, ça réduirait peut-être cette impression de fragilité, et donc ça découragerait davantage les tentatives de déstabilisation. Et ça s'inscrirait aussi, selon cette analyse, dans une tendance régionale au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, Mali, Niger, Burkina. Là aussi, on réfléchit à la fin des transitions. Au final, quand on regarde tout ça, les complots présumés, le soutien dans la rue, les tensions internes, externes, cette guerre de l'info, tout semble tourner autour d'un thème central, omniprésent dans nos sources, SNE, la souveraineté. C'est indéniablement le fil rouge, oui. Le combat politique du régime Traoré est constamment présenté par ceux qui le soutiennent et analysé par certains observateurs comme une lutte pour récupérer la souveraineté, sous toutes ses formes, politique, économique, militaire, même culturelle, face à ce qui est vu comme des décennies d'ingérence de diktats venus de l'extérieur. Et du coup, les tentatives de coup comme celle des 5 milliards, c'est vu comme une attaque directe contre cette volonté d'indépendance. Exactement. Cette somme folle s'est présentée comme le prix à payer pour faire échouer cet élan d'affirmation nationale. Cette rupture. Bon, si on essaie de faire une petite synthèse de ce que nous disent ces sources, le tableau est pour le moins complexe. D'un côté, on a quand même des signes de friction, de tension bien réels au sein de l'appareil de sécurité burkinabé. C'est vrai. Mais de l'autre, il y a ce soutien populaire, très visible, très mobilisé, qui agit un peu comme un rempart, un bouclier pour le régime. Oui, et à ça s'ajoute cette pression extérieure qui semble constante, que ce soit les accusations directes d'ingérence venant de la région, comme celle contre la Côte d'Ivoire, ou ces discours plus généraux venus d'Europe perçus comme menaçants. Et au milieu de tout ça, cette bataille de l'information qui fait rage. Les rumeurs, les démentis, ce sont des armes aussi. Clairement, la situation au Burkina, ça ne se laisse pas enfermer dans des lectures trop simples. Ce que les sources montrent bien, c'est cette interaction permanente, très tendue, entre ce qui se passe à l'intérieur, la volonté populaire qui s'exprime massivement, et puis les gros enjeux géopolitiques qui pèsent sur le pays et sur toute la région. Et ça nous amène peut-être à une dernière question qui découle un peu de tout ça. Quand on voit le poids de l'histoire régionale, les relations parfois compliquées entre le Burkina et ses voisins, et quand on entend toujours ces discours qui justifient l'intervention pour défendre des intérêts, est-ce que le simple fait de déjouer des coups d'État, même si c'est essentiel, ça suffit pour assurer une stabilité durable au Sahel? Autrement dit, est-ce qu'une paix réelle est même possible, tant qu'il y a ces lignes de fracture géopolitique aussi profondes? Cette opposition entre une vision souverainiste très affirmée et la défense d'intérêts perçus comme extérieurs. C'est une question de fond, pas de réponse simple, j'imagine. De quoi réfléchir en tout cas.